Je suis Amandine Dubois, j'ai 32 ans, et je ne m'attendais jamais à assister à l'implosion de ma propre famille dans la bibliothèque au lambris d'acajou de notre domaine familial. L'avocat venait d'annoncer que mes parents avaient secrètement transféré l'héritage de 5 millions de dollars, destiné à nous tous, les frères et sœurs, à ma jeune sœur, Juliette. Mon souffle s'est coupé lorsque Pépé Harold, que tout le monde croyait alité et à peine lucide, s'est soudainement levé de son fauteuil roulant, les yeux clairs et vifs. Il a prononcé sept mots qui ont glacé le sang dans mes veines, « Je sais exactement ce que vous avez fait ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que toute mon enfance avait été construite sur des mensonges. Avant de continuer avec ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Cette trahison familiale a complètement changé ma compréhension de la loyauté du sang, et je suis encore en train de digérer comment un seul moment a transformé toute notre dynamique familiale. Si vous avez déjà ressenti cette piqûre de la trahison familiale, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir ce que mon grand-père a fait ensuite qui a laissé mes parents sans voix. Croyez-moi, le karma s'est vengé d'eux de la manière la plus inattendue. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là dans la bibliothèque, vous devez connaître la famille Dubois. Nous n'étions pas seulement riches, nous étions de la vieille fortune du Connecticut, avec le genre de privilège qui vient de générations de sécurité financière. Mes parents, Richard et Diane Dubois, présidaient notre famille comme des dictateurs bienveillants, nous rappelant toujours à quel point nous étions chanceux d'être nés dans une telle prospérité. Notre famille se composait de 5 membres, mon père, Richard, l'homme d'affaires calculateur avec un MBA de Harvard, ma mère, Diane, la parfaite mondaine qui gérait l'image de notre famille avec une précision militaire, mon frère, Étienne. 4 ans plus jeune que moi et le rebelle désigné de la famille, ma sœur Juliette, la Benjamine de la famille à 25 ans, et moi, Amandine, l'aînée à 32 ans. Depuis mes plus lointains souvenirs, Juliette était différente. Quand elle est née, la dynamique de notre maison a changé de manière notable. Alors que j'avais des photos de bébés rangées dans de simples albums au grenier, Juliette avait des portraits professionnels accrochés dans le couloir principal. Ses fêtes d'anniversaire étaient des affaires extravagantes avec des zoos pour enfants et des animateurs professionnels, tandis que les miennes avaient été de simples réunions avec quelques amis de l'école. Le schéma s'est poursuivi en grandissant. Juliette a le sens des affaires de ton père, disait ma mère, même si Juliette ne montrait que peu d'intérêt pour autre chose que les réseaux sociaux et le shopping jusqu'à bien plus tard. Pendant ce temps, j'obtenais mon diplôme avec la mention très bien et je suivais activement des cours de commerce dans l'espoir de rejoindre Dubois Real Estate Holdings, la société que mon grand-père Harold avait bâtie à partir de rien. Pépé Harold était mon refuge dans la famille. Alors que mes parents assistaient au concert du groupe de rock d'Étienne par obligation et au récital de ballet de Juliette avec un enthousiasme sincère, Pépé Harold s'asseyait au premier rang de mes concours de débat et de mes présentations d'école de commerce. Il reconnaissait en moi quelque chose que mes parents semblaient déterminés à ignorer. « Tu me rappelles moi-même à ton âge », m'a-t-il dit un jour alors que nous nous promenions sur les terres du manoir de Lakeview, notre domaine familial surplombant le littoral du Connecticut. « Tu as la fin de construire quelque chose, pas seulement d'en hériter. » L'histoire de Pépé Harold était légendaire dans notre famille. Il avait commencé avec un seul immeuble d'appartements délabré dans les années 1960 et s'était progressivement étendu pour développer des propriétés de luxe à travers la Nouvelle-Angleterre. Au moment où il a confié les opérations quotidiennes à mon père il y a 15 ans, Dubois Real Estate Holdings valait plus de 100 millions de dollars. Je le vénérais. Alors que mon père se concentrait sur le maintien de ce qui était déjà construit, Pépé Harold avait été un véritable visionnaire. Il m'a appris que la richesse n'était pas seulement une question d'accumulation, mais de création de valeur là où il n'y en avait pas auparavant. Le mépris de mes parents pour mes ambitions commerciales est devenu plus prononcé après mon diplôme de Wharton. Malgré mes qualifications, mon père m'a donné un rôle mineur dans la gestion d'une petite division de propriété locative plutôt que le poste de développement que j'avais espéré. La gestion immobilière sera une bonne expérience, a-t-il dit avec condescendance. Le développement requiert un certain instinct qui ne s'enseigne pas à l'école. L'ironie était que Juliette, qui avait à peine réussi ses cours de commerce dans une université d'État, a immédiatement obtenu un titre de vice-présidente et un accès au projet de développement dès l'obtention de son diplôme. Le favoritisme n'aurait pas pu être plus évident. Quand j'ai rencontré David à la fin de la vingtaine, il m'a offert une perspective que ma bulle familiale ne m'avait jamais permise. Professeur d'anglais dévoué au lycée avec une passion pour la littérature, David a tout de suite percé à jour la dynamique de la famille Dubois. Il prépare Juliette à quelque chose, a-t-il observé après notre 3e dîner de famille ensemble, et ils te mettent délibérément sur la touche.
J'ai d'abord défendu mes parents, trouvant des excuses sur le fait que Juliette avait besoin de plus de soutien ou que peut-être ils voyaient en elle quelque chose que je ne pouvais pas reconnaître. Mais au fond de moi, je savais que David avait raison. La question était pourquoi. Pourquoi mes parents favoriseraient-ils si ouvertement leur plus jeune enfant alors que j'avais tout fait correctement? Quand David m'a demandé en mariage, la réaction de mes parents a été pour le moins tiède. Ma mère a organisé un modeste dîner de fiançailles au country club, rien à voir avec l'extravagance que je savais qu'elle aurait planifiée si Juliette s'était fiancée à quelqu'un de leur cercle social. Un enseignant, vraiment, Amandine, avait murmuré ma mère quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre parler à mon père. Elle aurait pu avoir le choix entre le fils Ashton ou l'héritier Winthrop. David et moi nous sommes mariés quand même, achetant une modeste maison coloniale à 30 minutes du manoir de Lakeview. J'ai continué à travailler pour l'entreprise familiale, essayant de prouver ma valeur malgré le plafond de verre que mes parents avaient installé au-dessus de moi. Pendant ce temps, Juliette papillonnait d'un département à l'autre au sein de l'entreprise, recevant des éloges pour les réalisations les plus élémentaires tandis que mes succès étaient traités comme attendus. Étienne, pour sa part, ne voulait rien avoir à faire avec l'immobilier. Il poursuivait la musique avec une passion qui irritait et soulageait à la fois nos parents, irrités parce que ce n'était pas le chemin qu'ils avaient envisagé pour leur fils, mais soulagés parce que cela signifiait qu'ils ne se battaient pas pour le contrôle de l'empire familial. Cette bataille, semblait-il, se jouait uniquement entre Juliette et moi, bien que le terrain de jeu soit loin d'être équitable. À travers tout cela, Pépé Harold est resté mon champion. Il m'invitait régulièrement à déjeuner, posant des questions pointues sur l'entreprise et hochant la tête avec approbation à mes observations. En entrant dans la trentaine, j'ai commencé à espérer que peut-être, le moment venu de la prochaine transition de direction, l'influence de Pépé pourrait faire pencher la balance en ma faveur, malgré la préférence évidente de mes parents pour Juliette. Je ne savais pas qu'un jeu bien plus complexe se jouait en coulisses, un jeu qui finirait par exposer le cœur pourri au centre de la fortune de la famille Dubois. 2 ans avant que tout ne s'effondre, Pépé Harold a commencé à décliner. Au début, c'était subtil, il oubliait des noms, égarait ses lunettes de lecture, racontait la même histoire 2 fois dans l'après-midi. Étant donné qu'il avait 84 ans, personne n'était particulièrement alarmé. L'âge rattrape tout le monde un jour ou l'autre. Mais au printemps suivant, son déclin s'est accéléré de façon spectaculaire. Il a quitté son aile du manoir de Lakeview pour une suite spécialement équipée de matériel médical. Une infirmière à plein temps a été engagée, et les visites familiales sont devenues des événements programmés plutôt que des visites impromptues. Malgré mon emploi du temps de plus en plus chargé, je prenais le temps de rendre visite à Pépé Harold au moins 2 fois par semaine. J'apportais des fleurs fraîches pour sa chambre et je m'asseyais à côté de son lit, le tenant au courant des affaires, même si mes parents insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient plus suivre des conversations complexes. « Il trouve du réconfort dans ta voix », disait ma mère d'un ton dédaigneux, mais ne l'ennuie pas avec des questions d'affaires. Le docteur Reynolds dit que le stress pourrait aggraver son état. Il y a eu des moments pendant ces visites où j'aurais juré que Pépé était plus lucide que tout le monde le prétendait. Ses yeux devenaient plus vifs lorsque je mentionnais certaines propriétés ou transactions, et parfois il posait des questions étonnamment précises avant de retomber dans de vagues banalités. J'ai mentionné ces moments à mon père une fois, qui les a rejetés comme étant du « syndonyme », des périodes de clarté temporaire courantes chez les patients atteints de démence. Alors que la santé de Pépé s'aggravait apparemment, j'ai remarqué des changements importants dans l'entreprise familiale. Mon père a commencé à restructurer les départements, à déplacer des employés de confiance à différents postes et à faire venir de nouveaux cadres de l'extérieur de l'entreprise, ce que les Dubois avaient rarement fait. Lorsque j'ai remis en question ces décisions lors des réunions de direction, on m'a dit qu'il se préparait pour l'avenir, et que les changements avaient la bénédiction de Pépé Harold. Plus préoccupantes étaient les réunions à huis clos entre mes parents et Laurent Petersen, l'avocat de longue date de la famille. À 3 reprises, je suis arrivé au manoir de Lakeview pour rendre visite à Pépé, pour trouver Petersen quittant le bureau avec des dossiers de documents. Quand j'ai interrogé ma mère sur ces réunions, elle a vaguement mentionné la planification successorale et le fait de s'assurer d'une transition en douceur. À peu près à la même époque, Juliette a soudainement développé un intérêt intense pour l'entreprise familiale. Après des années à traiter son titre de vice-présidente comme un peu plus qu'une excuse pour un bureau d'anglais et une carte de crédit d'entreprise, elle a commencé à assister à toutes les réunions, à prendre des notes et à passer du temps avec les directeurs financiers. La transformation était déconcertante. J'ai réalisé à quel point l'héritage de Pépé est important, m'a-t-elle dit un jour au déjeuner, sa voix sirupeuse de fausse sincérité. Papa me coache en privé.
Il dit que j'ai un talent naturel pour la vue d'ensemble. J'ai essayé de discuter de mes préoccupations avec Étienne lors d'une de ses rares visites à la maison depuis Los Angeles, où il essayait de faire signer son groupe par une grande maison de disques. Quelque chose ne va pas dans tout ça, ai-je dit alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse de ma maison. Papa fait des changements majeurs dans l'entreprise sans consultation appropriée. Juliette se comporte soudainement comme si elle était la reine en attente, et il limite l'accès à Pépé Harold. Étienne haussa les épaules, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Tu es paranoïaque, m'en dit. Papa a toujours été un maniaque du contrôle, et Juliette essaie juste de les impressionner comme d'habitude. Quant à Pépé, il est vieux et malade. C'est nul, mais ce n'est pas un complot. Mais mes soupçons ont continué de grandir, surtout après que j'ai découvert accidentellement des documents dans le bureau de mon père en cherchant des rapports trimestriels. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais le dossier intitulé « Planification de la succession, confidentielle » était ouvert sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des projets de documents transférant des actifs importants des avoirs personnels de Pépé Harold directement à Juliette, nous contournant tous les deux, Étienne et moi. Quand mon père m'a trouvé en train de regarder les documents, son visage s'est empourpré de colère. Ce sont des affaires familiales privées, Amandine, a-t-il lâché, m'arrachant le dossier des mains. Des affaires familiales privées qui ne m'incluent apparemment pas, ai-je répliqué, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Ton grand-père et moi avons pris des décisions basées sur ce qui est le mieux pour l'avenir de l'entreprise, a-t-il dit froidement. Tout le monde n'a pas le tempérament adéquat pour la gestion de patrimoine. La conversation s'est arrêtée là, mais la tension entre nous s'est accrue dans les mois suivants. J'ai commencé à documenter tout ce que j'observais, les changements dans la structure de l'entreprise, les mouvements financiers inhabituels, le moment des réunions de mes parents avec Petersen. David pensait que je devenais obsessionnel, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce qui se passait n'était pas normal. Le dernier Noël avant la lecture du Testament a été particulièrement étrange. Nous nous sommes réunis au manoir de Lakeview comme toujours, avec Pépé Harold descendu pour l'échange de cadeaux traditionnels. Il semblait particulièrement confus ce soir-là, reconnaissant à peine Étienne et appelant Juliette par mon nom plusieurs fois. Pourtant, quand tout le monde était occupé avec le dessert, j'aurais juré l'avoir vu regarder mon père avec une expression qui ne ressemblait en rien à de la confusion. Cela ressemblait à du calcul. Alors que nous partions cette nuit-là, Juliette m'a prise à part avec une affection fraternelle inhabituelle. Tu devrais vraiment commencer à penser à ton avenir au-delà de Dubois Holdings, a-t-elle dit en me serrant le bras. Toi et David pourriez déménager n'importe où avec ton diplôme de commerce. N'as-tu jamais eu envie d'essayer quelque chose de complètement différent? L'avertissement n'aurait pas pu être plus clair si elle l'avait éplé. Il prévoyait de me pousser dehors, et il voulait que je parte sans faire de bruit. Il ne savait pas que la lecture du testament de Pépé Harold allait bouleverser tous leurs plans minutieux d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Le jour de la lecture du testament de Pépé Harold s'est levé, clair et lumineux, le genre de matin d'automne vif qui m'aurait normalement remonté le moral. David m'a serré la main avec assurance alors que nous franchissions les portes ornées du manoir de Lakeview. Aucun de nous n'a exprimé à voix haute la peur que ce jour marquerait officiellement mon exclusion de l'entreprise familiale et peut-être même de la fortune familiale. Quoi qu'il arrive, a dit David alors que nous nous garions à côté de la Bentley de mon père, nous avons l'un l'autre, et nous avons une belle vie, peu importe ce que tes parents décident. La grande bibliothèque du manoir de Lakeview avait toujours été ma pièce préférée de la maison. 2 étages de livres reliés en cuir, une immense cheminée en pierre et des fenêtres du sol au plafond donnant sur le lac créaient une atmosphère d'élégance intemporelle. Aujourd'hui, cependant, la pièce semblait suffocante. Mon père se tenait près de la cheminée, l'air impérial dans un costume anthracite sur mesure. Ma mère était perchée sur un fauteuil à oreilles en cuir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son expression convenablement sombre. Juliette était assise à proximité, vêtue d'une robe noire coûteuse qui semblait calculée pour suggérer le deuil, malgré le fait que Pépé Harold était bien vivant, bien que mal en point. Pépé lui-même était là, ce qui m'a surprise. Amené par son infirmière, il était affalé dans un fauteuil roulant spécialisé, une couverture en tartan sur les genoux. Malgré la chaleur de la pièce, sa présence autrefois imposante avait tellement diminué que cela me faisait mal au cœur. Il semblait à peine enregistrer l'importance de la réunion. Étienne est arrivé en dernier, l'air mal à l'aise dans un costume qui ne correspondait pas tout à fait à sa silhouette de musicien. Il m'a fait un câlin rapide avant de prendre place aussi loin que possible de nos parents. Laurent Petersen s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes cerclées de fils de fer.
Merci à tous de vous être réunis aujourd'hui. Comme vous le savez, Harold a décidé, compte tenu de son état de santé, d'exécuter certains aspects de son plan successoral maintenant plutôt que d'attendre. Il pense que cela assurera une transition plus douce et lui permettra de voir ses vœux exaucés de son vivant. Petersen a commencé à lire des dispositions légales standards, nomination de dirigeants, considérations fiscales, legs de bienfaisance aux organisations préférées d'Harold. J'écoutais attentivement, attendant les détails qui auraient un impact sur l'entreprise familiale. Concernant Dubois Real Estate Holdings, a poursuivi Petersen, Harold a déjà transféré le contrôle opérationnel à Richard, comme vous le savez tous. Cependant, les parts de propriété devaient être distribuées au décès d'Harold selon les pourcentages suivants, 40% à Richard, 20% à Amandine, 20% à Étienne et 20% à Juliette. Mon cœur s'est légèrement soulevé au mot « devait ». Au moins, Pépé avait initialement prévu que nous partagions l'entreprise à parts égales. Cependant, a dit Petersen en ajustant à nouveau ses lunettes, dans le cadre du plan successoral révisé d'Harold, exécuté il y a 3 mois lorsqu'il a transféré la procuration à Richard, une distribution importante a déjà eu lieu. Petersen a sorti un document de son portefeuille. La pièce a commencé à tourner légèrement. C'était exactement les propriétés que j'avais gérées au cours des 5 dernières années, des propriétés qui étaient censées être partagées entre tous les petits-enfants. Et le développement de Westbrook n'était même pas encore terminé. C'était le projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur, en faisant des recherches sur l'impact environnemental, en travaillant avec les autorités locales et en concevant une communauté à usage mixte qui fournirait à la fois des logements de luxe et abordables. Ces actifs, a poursuivi Petersen, ont été retirés de la distribution successorale et sont maintenant la propriété exclusive de Juliette Dubois. Ce n'est pas possible, ai-je dit, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Ces propriétés étaient spécifiquement mentionnées dans le plan successoral initial de Pépé comme devant être partagées entre nous tous. Mon père s'est avancé, son expression un mélange étudié de sympathie et de fermeté. Amandine, ton grand-père et moi en avons longuement discuté. La réalité est que Juliette a fait preuve d'un sens aigu des affaires au cours de la dernière année. De plus, avec toi et David ayant tous deux des carrières établies et Étienne poursuivant sa musique, Juliette a simplement de plus grands besoins financiers à ce stade. De plus grands besoins financiers, a répété Étienne avec incrédulité, s'engageant enfin dans les débats. Elle vit dans un pantouse payé par l'entreprise et n'a jamais travaillé un jour de sa vie en dehors du travail confortable que tu lui as donné. Le visage de Juliette s'est empourpré de colère. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé en étroite collaboration avec papa sur des projets majeurs. Ce n'est pas parce que je ne crie pas sur tous les toits chaque petite réalisation comme Amandine que je ne l'ai pas méritée. Mérité ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, bien qu'il n'y ait aucun humour là-dedans. Juliette, tu ne pouvais même pas expliquer ce qu'est un taux de capitalisation l'année dernière, et soudain tu as mérité 5 millions de dollars d'actifs ? Ma mère est intervenue, sa voix portant ce ton d'avertissement que j'avais entendu tout au long de mon enfance. Amandine, c'est exactement le genre de réaction qui inquiétait ton grand-père. Cette compétitivité, cette incapacité à être heureuse pour le succès de ta sœur. Succès ? Je me suis levé, le sang battant dans mes oreilles. Quel succès ? Qu'a-t-elle réellement accompli à paraître votre préféré ? Petersen a maladroitement remué ses papiers. Peut-être devrions-nous faire une brève pause pour... Non, ai-je interrompu, me dirigeant vers son bureau. Je veux voir les documents de transfert maintenant. Après un moment d'hésitation et un signe de tête de mon père, Petersen m'a remis les papiers. C'était là, noir sur blanc, la signature de mon père en tant que mandataire, autorisant le transfert d'actifs qui nous était destiné à tous à Juliette seule. La date sur le document coïncidait avec la période où la santé de Pépé Harold était censée avoir pris un tournant dramatique pour le pire. C'est mal, ai-je dit doucement en parcourant les pages. Pépé n'aurait jamais voulu ça. Il croyait en l'équité. Les gens changent d'avis, Amandine, a dit mon père doucement, surtout quand ils voient qu'ils valorisent vraiment l'héritage familial par rapport à ceux qui pourraient être distraits par des intérêts extérieurs. Il a jeté un regard significatif à David. L'injustice de tout cela aux des années de travail acharné rejeté, mon dévouement à l'entreprise traité comme un passe-temps, des actifs que j'avais gérés avec succès remis à ma sœur qui n'avait montré aucun intérêt réel jusqu'à récemment, c'était accablant. J'ai senti les larmes monter et je les ai repoussées. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Et c'est alors que c'est arrivé. De son fauteuil roulant dans le coin, Pépé Harold a lentement enlevé la couverture de ses genoux.
Avec effort mais avec une fermeté surprenante, il s'est levé. Son infirmière a halté et s'est approchée de lui, mais il l'a repoussée d'une main ferme. « Ça suffit » a-t-il dit, sa voix plus forte et plus claire que je ne l'avais entendue depuis plus d'1 an. La pièce est tombée dans le silence. Le visage de mon père a perdu toute couleur. « Papa, tu ne devrais pas faire d'efforts » a-t-il dit rapidement. « Ramène-toi dans ta chambre où tu pourras te reposer. » Pépé Harold a fixé mon père avec un regard qui aurait pu geler le feu. « Je vous ai tous observé très attentivement. Le testament que vous venez d'entendre est un faux. » Le silence qui a suivi était absolu. La main de ma mère s'est portée à son collier de perles, une habitude nerveuse de l'enfance. Juliette avait l'air de pouvoir s'évanouir. Mon père se tenait parfaitement immobile, comme un prédateur espérant éviter d'être détecté. « Monsieur Dubois, » a commencé prudemment Petersen, « je vous assure, ce sont les documents que vous avez signés lorsque... » Quand je souffrais prétendument de démence, l'a interrompu Pépé Harold, sa voix gagnant en force à chaque mot. Quand je ne pouvais prétendument pas prendre de décision par moi-même? Richard, as-tu vraiment pensé que je ne découvrirais pas ce que tu faisais? Mon père a commencé à parler, mais Pépé Harold a levé la main. Garde ça pour toi. J'ai la preuve de tout. Le détournement de fonds, la comptabilité falsifiée, les comptes offshore. Chaque sale affaire que tu as conclue dans mon dos au cours de la dernière décennie. Il a sorti une petite clé USB argentée de la poche de sa veste, la brandissant comme un trophée. Tout est là. Et le juge Franklin a une autre copie dans son coffre-fort. Un coup de fil de ma part, et tout va au procureur du district. Mon monde s'effondrait et se reconstruisait simultanément. Pépé Harold, mon Pépé Harold nous avait tous testés depuis le début, et mes parents avaient échoué de manière spectaculaire. La bibliothèque a éclaté en chaos. Ma mère a commencé à sangloter de façon dramatique tandis que mon père tentait de s'approcher de Pépé Harold, pour être arrêté par un regard si féroce qu'il l'a stoppé net. Juliette était assise, figée, son visage parfaitement maquillé, un masque de choc. Étienne s'est déplacé pour se tenir à côté de moi, nos épaules se touchant dans une démonstration silencieuse de solidarité que nous n'avions pas partagée depuis l'enfance. Tout le monde s'assoit, a commandé Pépé Harold, et remarquablement, tout le monde a obéi. Même mon père, l'homme qui avait dirigé notre famille et notre entreprise d'une main de fer, s'est effondré sur la chaise la plus proche comme un enfant réprimandé. Je vais commencer par le début, a dit Pépé, se déplaçant avec une agilité surprenante pour prendre place en bout de la longue table de la bibliothèque, sa place traditionnelle lors des réunions de famille. Il y a 14 mois, j'ai commencé à remarquer des irrégularités dans les rapports financiers trimestriels. Des propriétés qui auraient dû générer des revenus substantiels affichaient des rendements minimes. Les coûts de développement pour de nouveaux projets étaient inexplicablement gonflés. L'argent circulait dans nos comptes selon des schémas qui n'avaient aucun sens pour des affaires légitimes. Il a regardé directement mon père. Au début, je pensais que tu prenais simplement de mauvaises décisions. Mais Thomas Franklin, tu te souviens de mon vieil ami qui est devenu juge, il a suggéré que quelque chose de plus préoccupant pourrait se passer. Le visage de mon père était passé de pâle à cendré. Le juge Franklin était l'ami de Pépé depuis plus de 50 ans et était connu pour son expertise en matière de crimes financiers. Thomas m'a mis en contact avec un expert comptable judiciaire et un détective privé, a poursuivi Pépé. Ce qu'ils ont découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Richard, tu as systématiquement détourné des actifs de Dubois Holdings depuis au moins 8 ans. Des millions ont été siphonnés dans des sociétés écrans et des comptes offshore sous divers pseudonymes. Ma mère a retrouvé sa voix, bien qu'elle tremble d'émotion ou de calcul, il était impossible de le dire. Harold, tu es confus. Richard a augmenté la valeur officielle de l'entreprise. Les rapports annuels montrent clairement. Les rapports annuels montrent ce que Richard voulait qu'ils montrent, l'a coupé Pépé. Les vrais chiffres racontent une histoire différente. Nous devrions valoir près de 2 fois ce que nous valons sur le papier. Il s'est tourné vers Petersen, qui avait l'air profondément mal à l'aise. Laurent, je suis déçu de toi. Tu devais bien te douter que quelque chose n'allait pas avec ces documents que j'ai prétendument signés. Petersen a dégluti difficilement. Monsieur Dubois, on m'a assuré que vous aviez des périodes de lucidité lorsque des décisions importantes étaient prises, compte tenu de vos rapports médicaux. Des rapports médicaux qui ont été exagérés par des spécialistes qui ont mystérieusement reçu d'importants dons pour leur fondation de recherche de la part de sources anonymes. Pépé a haussé un sourcil. Ces rapports médicaux.
Mon esprit tournait à toute vitesse, reliant des points qui flottaient déconnectés depuis des années, l'accès restreint à Pépé, les nouveaux médecins, les changements soudains dans la structure de l'entreprise. Alors, tu as fait semblant tout ce temps, ai-je demandé, luttant toujours pour réconcilier l'homme vif et stratégique devant moi avec le grand-père confus et embrumé que j'avais visité. L'expression de Pépé s'est adoucie en me regardant. Pas entièrement semblant, Amandine. J'ai 84 ans. J'ai quelques problèmes cognitifs, mais rien de tel que ce qu'ils ont fait croire à tout le monde. Il a souri légèrement. J'ai fait attention à paraître plus diminué quand certaines personnes regardaient. Il s'est retourné vers mon père. Je devais savoir jusqu'où tu irais. Allais-tu t'arrêter à la falsification des comptes, ou allais-tu aussi essayer de manipuler mes dernières volontés? Alors, j'ai créé le test parfait. J'ai fait semblant de décliner plus rapidement. Je t'ai laissé penser que tu avais le contrôle. Mon père a finalement parlé, son sang-froid d'homme d'affaires partiellement restauré. Papa, c'est ridicule. J'ai fait quelques manœuvres fiscales agressives, certainement, mais rien d'illégal. Quant au testament, toi et moi avons discuté des changements. Tu as convenu que Juliette était prometteuse. Richard, arrête. La voix de Pépé était calme mais tranchante comme un couteau. Le jeu est terminé. Mon enquêteur a documenté des transferts totalisant 27 millions de dollars vers des comptes qui remontent finalement à toi et Diane. Pas à l'entreprise, pas à des fiducies familiales, mais à votre contrôle personnel. Il a fait un signe de tête à son infirmière, qui a quitté la pièce brièvement et est revenu avec un homme plus âgé distingué que je ne reconnaissais pas. Voici Michel Donovan, ancien spécialiste des crimes financiers du FBI. Il constitue le dossier depuis près d'1 an. Donovan a hoché la tête professionnellement. Nous avons des relevés de transactions, des journaux de communication et les témoignages de 3 anciens employés qui ont été contraints de falsifier des documents. Les preuves sont concluantes. La température de la pièce semblait avoir chuté de 10 degrés. Ce n'était plus seulement un drame familial, c'était potentiellement criminel. Juliette a soudainement fondu en larmes, pas les larmes calculées et délicates qu'elle déployait généralement quand les choses n'allaient pas dans son sens, mais des sanglots laids et haletants. Je ne savais pas, a-t-elle pleuré, le mascara coulant sur son visage. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas avec certains des papiers que papa m'a fait signer, mais il a dit que c'était juste de l'optimisation fiscale. Pépé Harold la regarda froidement. Tu en savais assez, Juliette. Ces formulaires fiscaux que tu as signés autorisaient le transfert d'actifs hors du pays. Ta signature est sur des documents créant des sociétés écrans au Caïman. Elle faisait juste ce que je lui disais, a interjeté vivement mon père. Laisse-la en dehors de ça. Comme tu as laissé Amandine de côté, a contré Pépé. La seule personne qui a réellement montré un sens aigu des affaires et un jugement éthique. Celle que tu as délibérément mise sur la touche parce qu'elle aurait pu remarquer ce que tu faisais. Entendre cette validation de la part de Pépé, la confirmation que je n'avais pas imaginé les années passées à être négligé et sapé, a libéré quelque chose de serré dans ma poitrine. David a cherché ma main sous la table. Le testament que vous avez entendu aujourd'hui est complètement fabriqué, a poursuivi Pépé. Mon plan successoral réel est tout à fait différent, et il reste inchangé par rapport à ce que j'ai décidé il y a 5 ans. Il a fait un signe de tête à Donovan, qui a produit un autre dossier de documents. Dubois Holdings sera placé dans une fiducie familiale, a expliqué Pépé. Amandine sera la fiduciaire principale, avec Étienne comme fiduciaire secondaire. Les décisions opérationnelles nécessiteront l'approbation des 2 fiduciaires. Richard et Diane, vous êtes démis de toutes vos fonctions de direction avec effet immédiat. Mes parents le fixaient en silence, stupéfaits. L'esprit calculateur de mon père cherchait visiblement un angle, une issue de secours. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il finalement dit. Tu m'as légalement transféré la procuration. Ces nouveaux documents ne tiendront pas devant un tribunal. Une procuration obtenue par fraude et fausse représentation de ma capacité mentale? Pépé a souri finement. Le juge Franklin a déjà examiné les preuves. L'évaluation médicale que j'ai subie la semaine dernière à ton insu confirme que je suis pleinement compétent pour prendre ces décisions. Il s'est tourné vers moi et Étienne. Il y a une autre chose que vous devez savoir, et c'est peut-être la vérité la plus difficile de toutes. Il a pris une profonde inspiration. Richard n'est pas mon fils biologique. Si vous êtes toujours avec moi à travers ce cauchemar familial, j'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires.
quelqu'un d'autre a-t-il découvert que sa famille n'était pas ce qu'il pensait? Quand mon grand-père a lâché cette bombe, toute ma compréhension de notre histoire familiale s'est brisée. Restez avec moi pendant que j'explique la vérité choquante sur la filiation de mon père et comment elle explique des décennies de ressentiment et de tromperie. Cette révélation a tout changé dans la façon dont je voyais mon héritage familial. Le silence qui a suivi l'annonce de Pépé Harold était assourdissant. Mon père était assis, complètement immobile, son visage illisible. Ma mère a détourné le regard, étudiant ses ongles manucurés comme s'il détenait les secrets de l'univers. « De quoi parles-tu » a finalement demandé Étienne, sa voix inhabituellement calme. L'expression de Pépé Harold contenait des décennies de douleur contenue. Votre grand-mère Éléonore et moi étions mariés depuis 3 ans sans concevoir d'enfant. Nous passions des tests pour déterminer la cause quand elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte. J'étais fou de joie, ne remettant jamais en question le timing. Il a fait une pause, son regard lointain avec le souvenir. Ce n'est qu'après la mort d'Éléonore d'un cancer, quand Richard avait 17 ans, que j'ai trouvé ses journaux. Elle avait eu une brève liaison avec mon partenaire commercial, Charles Whitmore. Richard en était le résultat. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il est resté silencieux. J'ai pris la décision de garder cette information pour moi, a poursuivi Pépé. Richard avait déjà perdu sa mère. Je ne pouvais pas supporter de lui dire que je n'étais pas son père biologique, d'autant plus que je l'avais élevé et aimé comme le mien dès sa naissance. Si tu l'aimais tant, a interjeté vivement ma mère, pourquoi révéler ce secret douloureux maintenant devant tout le monde? Les yeux de Pépé se sont durcis. Parce que Richard a utilisé la préservation de l'héritage de la famille Dubois comme justification pour chaque action manipulatrice et sournoise qu'il a entreprise. Il a brandi le nom Dubois comme une arme contre ses propres enfants, favorisant l'un par rapport aux autres en fonction de celui qu'il pouvait plus facilement contrôler. Il a regardé directement mon père. Mais la vérité est que tu n'as jamais compris ce que signifie vraiment l'héritage Dubois parce que tu n'as jamais eu à construire quoi que ce soit toi-même. Mon père a finalement parlé, sa voix d'un calme mortel. Alors, c'est ta vengeance? Annoncer que je suis un bâtard et me couper de l'entreprise que j'ai dirigée pendant 15 ans? Ce n'est pas une vengeance, Richard. C'est la responsabilité, a répondu Pépé. Et je ne te coupe pas entièrement. Toi et Diane conserverez 15% de la propriété dans la fiducie, ce qui vous assurera un revenu mais aucune autorité de gestion. L'entreprise sera dirigée par Amandine et Étienne avec mes conseils aussi longtemps que je serai en mesure de les fournir. Et Juliette, a demandé ma mère avec insistance. Juliette conservera 10% de la propriété et son rôle actuel pour une période probatoire. Son avenir dans l'entreprise dépendra de ses choix à l'avenir. Juliette a essuyé ses larmes, regardant avec incertitude entre nos parents et Pépé Harold. C'est absurde, a déclaré mon père en se levant brusquement. Je contesterai cela devant les tribunaux. J'exposerai ton déclin mental. Fais-le, s'il te plaît, l'interrompit calmement Pépé, et je veillerai à ce que le procureur du district reçoive le dossier complet sur tes crimes financiers. Comment penses-tu que les investisseurs de Westbrook réagiront lorsqu'ils apprendront que leur argent a été partiellement détourné vers tes comptes personnels à Grand Cayman? La menace planait dans l'air, ses implications indéniables. Mon père, pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, n'avait aucune contre-attaque. Nous rentrons à la maison pour discuter de nos options, a annoncé ma mère, ramassant son sac à main avec des mains tremblantes. Juliette, viens avec nous. Juliette a hésité, regardant entre nos parents et Pépé Harold. Juliette, a répété vivement ma mère. Après un moment d'hésitation, Juliette a suivi nos parents hors de la pièce. La lourde porte de la bibliothèque s'est refermée derrière eux avec un bruit semblable à celui d'un point à la fin d'une phrase compliquée. Le dîner de ce soir-là a été peut-être l'expérience la plus atroce de ma vie. Pépé Harold avait insisté pour que nous restions tous au manoir de Lakeview pour commencer le processus de transition, comme il l'appelait. Mes parents et Juliette sont arrivés les derniers dans la salle à manger, ayant apparemment passé l'après-midi en intense discussion privée. L'immense table en chêne qui pouvait accueillir confortablement 24 personnes semblait maintenant à la fois trop grande pour notre petit groupe et trop confinée pour contenir la tension qui rayonnait entre nous. Nous avons mangé dans un silence quasi total, les seuls bruits étant le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine fine et l'ordre occasionnel de passer le sel ou le vin. Étienne n'arrêtait pas de me lancer des regards interrogateurs à travers la table, clairement aussi mal à l'aise que moi. Après que le plat principal ait été débarrassé, Pépé Harold a parlé. Demain matin,
nous rencontrerons le conseil d'administration pour annoncer les changements de direction. Amandine, j'aimerais que tu prépares une brève déclaration sur ta vision de l'avenir de l'entreprise. Le couteau de mon père a claqué contre son assiette à dessert. C'est encore précipité, papa. Le conseil travaille avec moi depuis des années. Ils n'accepteront pas simplement qu'Amandine prenne la relève sans poser de questions. Ils le feront quand ils comprendront que l'alternative est un scandale public et des poursuites pénales potentielles, a répondu Pépé calmement. La plupart d'entre eux ont leurs propres investissements liés à Dubois Holdings. Ils choisiront la stabilité et la discrétion. Plus tard dans la soirée, Étienne m'a trouvé dans le kiosque du jardin, où je m'étais retiré pour appeler David et digérer les révélations de la journée. Il s'est assis à côté de moi sur le banc rembourré, regardant les étoiles visibles à travers le plafond de verre du kiosque. Alors, a-t-il dit après un moment, apparemment, nous sommes partenaires commerciaux maintenant. Malgré tout, ai-je ri. Apparemment. Je ne connais rien au développement immobilier, a-t-il admis. Tu en sais plus que tu ne le penses. Et tu as un bon instinct pour les gens, ce qui est la moitié de la bataille. Je me suis tourné pour le regarder. Es-tu d'accord avec tout ça? Tu as toujours été clair sur le fait de vouloir ta propre voie. Étienne est resté silencieux un moment. Je pense que je suis en fait soulagé. La musique sera toujours ma passion, mais j'ai eu du mal à Los Angeles. Trop de gens talentueux, pas assez d'opportunités. Il a haussé les épaules. Peut-être que c'est l'univers qui me dit qu'il est temps d'adopter une approche différente. Je peux toujours faire de la musique tout en aidant avec l'entreprise familiale. Co-fiduciaire, ai-je songé. Pépé a été intelligent de structurer cela de cette façon. Aucun de nous ne peut prendre de décisions importantes seul. Des freins et contrepoids, a convenu Étienne. Quelque chose que nos parents n'ont jamais permis. Le lendemain matin, Pépé Harold m'a invité dans son bureau privé, une pièce où je n'avais pas été autorisé à entrer depuis des mois. Contrairement à l'imposante bibliothèque, cet espace était intime et personnel, avec des fauteuils en cuir usé et des murs tapissés de photographies de famille plutôt que de tomes juridiques reliés en cuir. Il a déverrouillé une armoire antique et en a sorti un album photo usé que je n'avais jamais vu auparavant. Alors que nous étions assis ensemble sur son petit canapé, il a commencé à me montrer des images des débuts de Dubois Holdings, des chantiers de construction, des cérémonies d'inauguration, des poignées de main capturées en couleur délavée. Votre grand-mère, Éléonore, était mon cœur, a-t-il dit doucement, montrant une belle femme au sourire chaleureux debout à côté de lui devant leur premier grand développement. Quand j'ai découvert sa liaison après sa mort, cela m'a presque détruit. Pas seulement la trahison, mais le fait qu'elle ait emporté la vérité dans sa tombe. C'est pour ça que toi et papa avaient toujours semblé tendus, même avant les problèmes financiers, ai-je demandé. Pépé a hoché la tête lentement. J'ai essayé de ne pas laisser cela affecter la façon dont je le traitais, mais peut-être qu'une partie de moi cherchait toujours la trahison d'Éléonore sur le visage de Richard. Et Richard, il a toujours senti qu'il manquait quelque chose entre nous, bien qu'il n'ait jamais su pourquoi. Il a tourné la page pour révéler des photos de mon père en tant que jeune homme, diplômé de l'université, rejoignant l'entreprise familiale. J'aurais dû lui dire la vérité quand il était assez grand pour comprendre. Des secrets comme celui-ci empoisonnent les familles de génération en génération. Comme le secret que mes parents détournent de l'argent de l'entreprise, ai-je demandé, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Oui, a reconnu Pépé. Bien que je soupçonne que ce crime particulier ait une motivation plus simple. Ton père a des goûts de luxe, et la famille de ta mère a perdu son argent il y a 2 générations. Son statut social a toujours dépendu entièrement de la fortune des Dubois. Il a refermé doucement l'album. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre, Amandine. Richard n'est pas biologiquement un Dubois, mais il est mon fils à tous égards. Je l'ai élevé, je lui ai enseigné, je l'ai aimé. Ses actions sont de sa propre responsabilité. Mais la distance entre nous, c'est en partie mon échec. La complexité des relations familiales ne m'avait jamais semblé aussi profonde. Pépé Harold avait gardé un secret dévastateur pendant des décennies par amour, mais ce même secret avait créé un fossé émotionnel qui a peut-être poussé mon père à ses propres tromperies. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé tranquillement. Maintenant, nous reconstruisons, a répondu Pépé. L'entreprise, oui, mais plus important encore, la famille, ou du moins les parties qui peuvent être sauvées. Avant que je puisse répondre, on a frappé vivement à la porte du bureau. Étienne est entré, son expression troublée.
tu dois descendre, a-t-il dit d'urgence. Papa est passé par le bureau de Pépé. Il détruit des documents. Les semaines qui ont suivi ce que notre famille en est venue à appeler la révélation ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Mes parents ont déclaré une guerre totale, à la fois juridique et émotionnelle. Ils ont quitté le manoir de Lakeview le lendemain de la découverte de mon père en train de déchiqueter des documents, s'installant dans leur pentouse de Manhattan et engageant Stanley Rothman, l'un des avocats les plus agressifs de New York. Pépé Harold a temporairement emménagé avec David et moi pendant que la situation juridique se stabilisait. Notre modeste maison coloniale semblait soudain à la fois trop petite pour sa présence plus grande que nature et étrangement plus accueillante avec lui là, buvant du café à notre table de cuisine et partageant des histoires de ses débuts dans l'immobilier. La première salve de l'offensive juridique de mes parents a été une requête contestant la compétence mentale de Pépé. Malgré l'évaluation médicale indépendante confirmant sa capacité, ils ont soumis des déclarations sous serment des spécialistes qu'ils avaient précédemment engagés, suggérant tous que Pépé Harold souffrait d'un déclin cognitif important avec des périodes de lucidité occasionnelles. Le juge Franklin, fidèle à son amitié avec Pépé, s'est assuré que l'affaire soit assignée à la juge Rebecca Martinez, connue pour son approche pragmatique des conflits familiaux. Elle a ordonné une évaluation complète par un psychiatre gériatrique désigné par le tribunal qui a finalement confirmé ce que nous savions déjà, Pépé Harold avait quelques problèmes de mémoire liés à l'âge mais était fondamentalement sain dans sa capacité de prise de décision. Avec le défi de la compétence vaincue, mes parents ont changé de tactique. Rothman a déposé une injonction d'urgence pour empêcher tout changement dans la structure de direction de l'entreprise, affirmant que mon père avait agi en vertu d'une procuration validée que la réorganisation soudaine causerait un préjudice irréparable aux intérêts commerciaux de Dubois Holdings. Pendant ce temps, Juliette a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Des publications soigneusement formulées sur les abus envers les personnes âgées et les parents manipulateurs, profitant de son grand-père bien-aimé, ont commencé à apparaître sur ses comptes Instagram et Facebook. Bien qu'elle ne m'ait jamais nommé directement, les implications étaient claires pour quiconque connaissait notre famille. « Peux-tu croire ça ?» ai-je demandé à David un soir, lui montrant la dernière publication de Juliette, une photo souvenir d'elle et de Pépé avec la légende « Certaines personnes feront n'importe quoi pour l'argent et le pouvoir, même monter les membres de la famille les uns contre les autres. Le cœur brisé, mais je reste forte pour toi, Pépé. » David a mis de côté les essais qu'il corrigeait et a lu la publication, son expression s'assombrissant. Le bilan sur notre mariage était subtil mais réel. David avait toujours été mon roc, mais le stress constant des procédures judiciaires, des réunions d'affaires d'urgence et des drames familiaux mettaient notre patience à rude épreuve. Les nuits tardives passées à éplucher les registres financiers de l'entreprise signifiaient moins de temps ensemble. Le poids émotionnel que je ramenais à la maison chaque jour créait une lourdeur à laquelle il était difficile d'échapper, même dans nos moments les plus intimes. « Je suis désolé », ai-je chuchoté une nuit après lui avoir crié dessus pour quelque chose d'insignifiant, un article d'épicerie oublié, si je me souviens bien. « Je ne veux pas ramener tout ça à la maison avec moi. » Et, a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? C'est la partie pire. Nous allons nous en sortir. Étienne a surpris tout le monde par la rapidité avec laquelle il s'est adapté à son nouveau rôle dans l'entreprise. Pendant que je me concentrais sur les opérations et le développement, il a pris en charge les relations avec les investisseurs et le marketing, des domaines où son charisme naturel et sa créativité se sont révélés étonnamment précieux. Il est revenu de Los Angeles, a pris un appartement près du bureau et s'est lancé dans l'apprentissage du métier avec un enthousiasme que je ne lui avais jamais vu diriger vers autre chose que la musique. Il s'avère que je suis plutôt bon dans ce truc d'entreprise, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner à la cafétéria de l'entreprise environ un mois après la révélation. Qui aurait cru qu'expliquer des investissements immobiliers complexes à des investisseurs nerveux n'était pas si différent de convaincre les propriétaires de clubs de programmer un groupe inconnu? Son soutien est devenu encore plus crucial lorsque les audiences judiciaires ont commencé pour de bon. L'injonction préliminaire avait été refusée, mais l'avocat de mes parents avait intenté une action en justice plus substantielle contestant le nouvel arrangement de fiducie pour de multiples raisons. Chaque audience signifiait que de nouveaux secrets de famille étaient exposés dans l'environnement stérile du palais de justice, avec des sténographes judiciaires transcrivant sans passion chaque détail douloureux. La réaction de la communauté au drame familial des Dubois était mitigée. Certains associés de longue date ont pris leur distance, mal à l'aise avec les allégations d'irrégularité financière. D'autres, en particulier ceux qui avaient connu les tactiques commerciales impitoyables de mon père, semblaient presque vengés par sa chute.
Les membres de la famille élargie ont choisi leur camp, la plupart des parents de ma mère soutenant prévisiblement mes parents tandis que les quelques parents survivants de Pépé Harold se sont ralliés derrière lui. Les réunions de vacances, autrefois obligatoires sinon particulièrement chaleureuses, étaient maintenant complètement fracturées, avec des invitations concurrentes et des absences significatives. À travers tout cela, Pépé Harold a maintenu une dignité qui était tout simplement remarquable. Malgré l'étalage public de l'infidélité de sa femme, de la trahison de son fils et de sa propre décision de dissimuler la vérité pendant des décennies, il n'a jamais montré d'embarras ni de ressentiment. Il a témoigné lorsque cela était nécessaire, a répondu honnêtement aux questions et a refusé de s'engager dans le genre de dénigrement émotionnel que mes parents avaient adopté. La vérité n'a pas besoin d'embellissement ou de colère défensive, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions les documents du dossier à ma table de salle à manger. Elle a simplement besoin d'être énoncée clairement et de manière cohérente. Environ 6 semaines après le début des procédures judiciaires, je travaillais tard au bureau lorsque j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était la photo d'une page de journal intime dans l'écriture distinctive de ma mère, datée de près de 30 ans plus tôt. Harold m'a acculé aujourd'hui à propos des chiffres du projet Westlake. Il soupçonne que quelque chose ne va pas mais ne réalise pas encore à quel point c'est profond ou depuis combien de temps Richard ajuste les comptes. Je l'ai convaincu que c'était une erreur comptable. Il me fait toujours confiance, bien que moins qu'avant. Richard dit que nous devons accélérer le plan. J'ai peur de ce que cela signifie. Le SMS suivant la photo disait simplement « Il y en a d'autres d'où ça vient. Retrouve-moi au parc Riverside près du bassin nautique de la 79e rue. Demain, 14h. Viens seul. » Je fixais mon téléphone, le cœur battant. C'était la preuve que la manipulation financière durait depuis bien plus longtemps que ce que même Pépé soupçonnait, mais cela pouvait aussi être une sorte de piège. Après avoir consulté nos avocats et Pépé Harold, j'ai accepté la rencontre avec des précautions. Étienne serait à proximité, observant de loin, et notre détective privé serait positionné avec une vue dégagée sur la zone. Le lendemain, enveloppé dans un manteau de laine contre le froid de novembre, je me suis assise sur le banc désigné surplombant la rivière Hudson. À 14 heures précises, une silhouette dans une veste à capuche s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Quand elle a baissé sa capuche, j'ai été choqué de voir l'assistante personnelle de ma mère, Greta, une femme qui travaillait pour notre famille depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de temps, a-t-elle dit, son accent allemand plus prononcé que d'habitude, suggérant le stress. Votre mère me renverrait immédiatement si elle savait que j'étais ici. Pourquoi faites-vous ça, ai-je demandé. Greta a regardé l'eau, son profil se découpant sur le ciel gris. J'ai respecté votre Pépé Harold pendant de nombreuses années. Ce que vos parents font, ce n'est pas bien. J'ai regardé, sans rien dire pendant trop longtemps. Elle m'a tendu un petit paquet enveloppé dans du papier brun uni. Les journaux intimes de votre mère. 3 d'entre eux, couvrant 25 ans. Elle pense qu'ils sont enfermés dans son coffre-fort personnel, mais j'ai des copies de ses clés pour les urgences. Elle s'est levée brusquement. Je n'étais jamais ici. Vous ne m'avez jamais vu. Avant que je puisse la remercier, elle s'éloignait rapidement, disparaissant parmi les autres visiteurs du parc. Les journaux intimes se sont révélés explosifs. Ma mère avait méticuleusement documenté des années de manipulation financière, commençant modestement mais devenant de plus en plus effrontée à mesure que mon père prenait plus de contrôle sur l'entreprise. Il y avait des références à des comptes offshore, des projections falsifiées et même des cas de fraude pure et simple dans les relations avec les investisseurs. Plus douloureuses étaient les références désinvoltes à moi et à mes frères et sœurs. Étienne était qualifié de « sans espoir pour les affaires ». J'étais décrite comme « trop intègre pour son propre bien », tout comme Harold. Et Juliette était caractérisée comme « parfaitement malléable ». Elle signera tout ce que Richard lui mettra sous le nez tant qu'elle recevra son argent de poche et son attention. Lorsque nos avocats ont présenté les journaux intimes au tribunal, le juge a ordonné une authentification médico-légale. Une fois vérifiés comme authentiques, ils ont effectivement démoli le cas de mes parents. La preuve de crime financier délibéré à long terme était écrasante. Pourtant, alors même que nous semblions gagner la bataille juridique, une réalité plus troublante a émergé. En travaillant avec des experts comptables judiciaires, nous avons découvert que plus de 2 millions de dollars avaient tout simplement disparu, transférés à travers tant de sociétés écrans et de façades que leur traçabilité est devenue presque impossible. L'argent s'était effectivement volatilisé dans le réseau complexe de la Banque internationale. Après une journée particulièrement épuisante d'enquête financière,
je suis rentré à la maison pour trouver David qui m'attendait avec une bonne bouteille de vin et des plats à emporter de notre restaurant italien préféré. « Tu as besoin d'une pause ?» a-t-il dit fermement, prenant ma mallette et la mettant de côté. Juste une soirée sans le drame de la famille Dubois. Nous étions à mi-chemin du dîner quand mon téléphone a sonné. Voyant le numéro d'Étienne, je me suis excusé. « Mandy » a-t-il dit, sa voix tendue par l'émotion. « Papa vient de m'appeler. Il veut me rencontrer demain. Juste lui et moi. »« Que lui as-tu dit ?» ai-je demandé en posant mon verre de vin. « J'ai dit que j'y réfléchirais. » Étienne a fait une pause. « Je pense que je devrais y aller. Peut-être qu'il est enfin prêt à s'expliquer. Ou peut-être qu'il essaie de nous diviser, ai-je contré. Ça a toujours été leur stratégie, nous monter les uns contre les autres. Je sais, mais... Étienne a soupiré. Il est toujours notre père, Mandy, biologique ou non. Ne veux-tu pas comprendre pourquoi il a fait tout ça? La question m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Est-ce que je voulais comprendre? Une partie de moi ne voulait que la justice, les conséquences, la clôture. Mais une autre partie, la fille qui avait autrefois adoré son père malgré ses défauts, voulait désespérément des explications qui pourraient donner un sens à la trahison. Si tu y vas, ai-je dit finalement, je viens avec toi. La rencontre n'a jamais eu lieu. Le lendemain matin, nous avons appris que mon père était monté à bord d'un jet privé à destination d'un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Ma mère a prétendu ignorer ses plans lorsqu'elle a été interrogée par les autorités, bien que peu l'ait cru. L'enquête officielle sur les finances de Dubois Holdings passait maintenant du civil au pénal, le FBI s'intéressant directement à l'affaire. Au milieu de ce chaos, un petit miracle s'est produit. Lors d'un rendez-vous médical de routine, j'ai découvert que j'étais enceinte de 8 semaines. David et moi essayions depuis près d'un an, et le moment semblait à la fois terrible et parfait, une nouvelle vie émergeant des cendres de la destruction familiale. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Pépé Harold, ses yeux se sont remplis de larmes, les premières que j'avais vues depuis le début de toute cette épreuve. « La vie continue », a-t-il dit simplement, posant sa main burinée sur la mienne. C'est la beauté de la chose. Un an après le jour où Pépé Harold s'est levé dans la bibliothèque et a tout changé, nous nous sommes réunis à nouveau au manoir de Lakeview, non pas pour une lecture de testament ou une procédure judiciaire, mais pour un autre type de réunion de famille. La grande maison semblait différente maintenant. Nous avions enlevé certaines des œuvres d'art les plus ostentatoires que ma mère avait privilégiées et ouvert des pièces qui avaient longtemps été fermées, laissant entrer la lumière dans des espaces qui avaient été dans l'ombre pendant des années. Mon père restait à l'étranger, vivant apparemment dans une villa dans un pays connu pour abriter de riches fugitifs. Le FBI avait gelé bon nombre de ses avoirs connus, mais nous soupçonnions tous qu'il avait soigneusement planifié sa fuite, avec des ressources cachées là où elles ne pouvaient pas être facilement retrouvées. Ma mère avait négocié un accord avec les procureurs, acceptant de coopérer en échange d'éviter la prison. Elle vivait maintenant dans un modeste appartement à Boston, toute prétention de proéminence sociale abandonnée. La transformation la plus surprenante avait été celle de Juliette. Après s'être initialement rangée du côté de nos parents, elle avait vécu ce qui semblait être une véritable crise de conscience. Lorsque les enquêteurs fédéraux lui ont montré les documents réels qu'elle avait signés, des papiers qui l'impliquaient dans des crimes potentiels, la réalité de sa situation a finalement pénétré la bulle protectrice que nos parents avaient créée autour d'elle. Je ne comprenais pas ce que je faisais, m'a-t-elle dit en larmes lors d'une conversation difficile 6 mois plus tôt. Papa disait toujours que c'était juste de la planification fiscale agressive, que tout le monde dans notre position faisait la même chose. Tu as 30 ans, Juliette, avais-je répondu, pas méchamment mais fermement. À un moment donné, tu dois prendre la responsabilité de tes propres choix. Cette conversation avait marqué le début d'une réconciliation timide. Juliette avait commencé une thérapie, avait quitté l'appartement de luxe que nos parents lui avaient fourni et avait pris un poste légitime dans la fondation caritative de l'entreprise, un travail qui semblait véritablement faire appel à ses talents et à ses intérêts. Maintenant, alors que nous étions assis autour de la table à manger et Pépé Harold en bout de table, avec Étienne, Juliette, David et moi disposés autour de lui, il y avait un sentiment d'optimisme prudent qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Mon fils, Jacob, âgé de seulement 3 mois, dormait paisiblement dans un couffin à côté de ma chaise, sa présence un rappel constant de la continuité de la vie malgré les bouleversements. Je vous ai tous réunis ici parce que j'ai pris une décision concernant le manoir de Lakeview, a annoncé Pépé Harold une fois que nous avons terminé notre repas. Je le vends. La déclaration, livrée sans préambule,
nous a tous stupéfiés en silence. Mais c'est la maison de famille, a protesté Juliette. Elle est dans la famille Dubois depuis 3 générations. Exactement, a hoché la tête Pépé. Et elle porte le poids de 3 générations de secrets, de mensonges et de malheurs. Cette maison nous a tous façonnés, et pas toujours pour le mieux. Il a regardé autour de la table, son regard s'attardant sur chacun de nous. L'héritage Dubois n'est pas cette maison ni même l'entreprise. C'est ce que nous construisons ensemble à l'avenir. Et je pense que nous avons besoin d'un nouveau terrain pour construire. Au dessert, il a dévoilé les plans architecturaux de 3 propriétés adjacentes sur un magnifique terrain surplombant le même lac mais de la rive opposée, 3 maisons, une pour Pépé Harold, une pour David et moi et notre famille grandissante, et une pour Étienne, qui s'était récemment fiancé à une brillante avocate en environnement qu'il avait rencontrée grâce aux initiatives de développement durable de l'entreprise. Et moi, a demandé doucement Juliette quand elle a remarqué qu'il n'y avait que 3 maisons de prévues. Pépé Harold la regarda pensivement. Cela dépend de toi, Juliette. Ta période probatoire à la fondation se termine le mois prochain. Les rapports que j'ai reçus suggèrent que tu y as trouvé ta vocation. Si tu choisis de rester avec la famille et de continuer sur ta voie actuelle, nous construirons une 4e maison. Ou peut-être préféreras-tu ton propre espace ailleurs. Le choix t'appartient. Juliette a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. J'aimerais rester près de Jacob. Je veux être une vraie tante pour lui, pas le genre de tante que notre mère était pour nos cousins, envoyant des cadeaux coûteux mais n'étant jamais vraiment présente. L'entreprise s'était stabilisée sous notre direction conjointe. Dubois Holdings avait surmonté le scandale avec remarquablement peu de dommages permanents, en grande partie grâce à notre transparence avec les investisseurs et les partenaires sur ce qui s'était passé et les changements que nous avions mis en œuvre pour éviter des problèmes similaires à l'avenir. Nous avions réduit certaines opérations, vendu des propriétés qui avaient des associations douloureuses et nous étions recentrés sur le type de développement axé sur la communauté qui avait été la passion originale de Pépé Harold. Étienne avait trouvé une satisfaction inattendue dans son rôle commercial, bien qu'il joue encore de la musique le week-end dans un club de jazz local. David avait continué à enseigner mais avait réduit son emploi du temps pour être plus présent pour Jacob et pour me soutenir à travers les transitions en cours. Et j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder, une capacité à prendre des décisions difficiles, à diriger en temps de crise, à reconstruire ce qui avait été brisé. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous tenions sur la terrasse surplombant le lac, Pépé Harold et moi avons regardé le coucher de soleil peindre l'eau dans des tons d'or et de cramoisi. Le regrettes-tu, lui ai-je demandé. Avoir tout révélé? Il aurait été plus facile de laisser tomber, de préserver l'image de la famille. Il a réfléchi à la question, ses mains burinées reposant sur la balustrade en pierre. Plus facile à court terme, peut-être, mais les secrets ne disparaissent pas. Ils se métastasent. La malhonnêteté de ton père a grandi sur le terreau de ma propre tromperie concernant sa filiation. Les manipulations de ta mère ont prospéré dans les ombres que nous avions tous convenu de ne pas éclairer. Il a secoué la tête. Non, Amandine. La vérité vaut toujours la douleur qu'elle cause. Il a jeté un regard en arrière vers la maison, où David montrait à Étienne comment bien tenir Jacob. De plus, regarde ce qui a émergé de l'épave. Quelque chose d'authentique, quelque chose avec une fondation construite sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Le printemps suivant, nous avons commencé les travaux sur les nouvelles propriétés. La cérémonie était simple, juste nous 5 et Jacob, qui rampait maintenant et babillait avec excitation. Juliette avait gagné sa place dans le cercle familial, son travail avec la fondation montrant une promesse authentique et sa relation avec Étienne et moi guérissant lentement mais sûrement. Pépé Harold a insisté pour que nous retournions chacun une pelletée de terre, y compris Jacob, dont j'ai guidé les petites mains autour du manche d'une pelle miniature. De nouvelles fondations, a dit Pépé, regardant son arrière-petit-fils avec une joie évidente. C'est ce qui compte à la fin. En repensant à l'incroyable parcours que notre famille a entrepris, de la trahison à la rédemption, je m'interroge sur vos expériences avec la justice familiale. Le karma a-t-il déjà livré un moment de vérité parfait dans votre famille? Que ce soit une confrontation dramatique comme la nôtre ou une prise de conscience silencieuse, j'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. La famille peut être compliquée, mais comme mon grand-père me l'a appris, la vérité vaut toujours la peine de se battre, même quand ça fait mal. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires de famille réelles. Et souvenez-vous, parfois ce qui semble être la fin de tout est en fait le début de quelque chose de mieux.
Merci d'avoir écouté mon parcours. Votre soutien signifie tout pour moi alors que je continue de construire mon nouvel héritage basé sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences.